Étant plus jeune, je rêvais d'espace. Je rêvais d'être astronaute, voyager super vite à travers les étoiles, voir des nébuleuses et toutes ces choses merveilleuses. Je me souviens en primaire, je croyais dur comme fer en ce rêve. C'était ça et rien d'autre. Puis la réalité m'a rattrapé, j'étais asthmatique et surtout nul en maths. Heureusement pour moi, les images de synthèse, le cinéma, tout ça, m'ont permis d'en voir énormément. Mais ça n'est que de la fiction malheureusement. Dans la vraie vie, c'est très difficile de voir au-delà de notre planète. La pollution lumineuse due aux lampadaires, aux panneaux publicitaires, nous empêche de contempler notre univers. Les distances monstrueuses qui nous séparent des objets font des observations un vrai calvaire. Mais avec de la patience, de l'acharnement et de l'intelligence, on finit par faire des prouesses. Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir. Une équipe de scientifiques Image, la voici. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. En fait, ce n'est pas vraiment... That we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. Pas mal de physiciens se sont attelés à ce phénomène très bizarre. Tout commence en 1784. John Michell est le premier à conceptualiser un astre très bizarre. Un astre capable d'attirer tout ce qui s'approche trop près de lui. Un astre possédant une telle attraction gravitationnelle que même la lumière, le truc qui va le plus vite, ne pourrait s'en échapper. Pour savoir imaginer cet objet, John Michell a utilisé ce qu'il avait sous la main. Et ce qu'il avait sous la main, c'était les théories de Newton. Le problème, c'est qu'elles étaient très limitées, ce qui lui a valu par ses pairs de se faire prendre pour un fou. Bien plus tard, devinez qui rentre dans le game, Einstein évidemment. Avec sa théorie de la relativité générale, Einstein arrive à conceptualiser un objet crédible, capable de disloquer n'importe quelle source d'information. Quand je dis source d'information, j'entends par là n'importe quel objet physique, possédant des caractéristiques qui permettent de le différencier d'autres objets physiques. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème en maths, c'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est que dans les équations d'Einstein, il y a 6 équations différentielles non linéaires indépendantes. Si vous avez rien compris, c'est tout à fait normal. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les théories d'Einstein impliquent 6 équations. Donc, des fonctions, avec des inconnus. Ces équations sont non linéaires, ça veut dire qu'elles changent tout le temps, et elles sont indépendantes, donc on ne peut même pas essayer de les résoudre entre elles, histoire de simplifier le problème. Heureusement, quelques mois plus tard, après la publication en 1916 de la théorie de la relativité générale, un physicien génial du nom de Karl Schwarzschild décide de s'atteler à ces équations. Pour le coup, je pense que c'est le plus important de cet épisode. Sa réponse aux équations sa grammaire compliquée d'Einstein nous décrit le champ gravitationnel qu'il y a autour d'un objet massif sphérique, genre une étoile. Bon, je vais devoir spoiler un petit peu, parce que sinon vous allez rien comprendre. L'objectif de cette résolution, c'est de trouver ce qui se passe quand un objet massif, tel une étoile, s'effondre sur elle-même. Mais ça, Karl Schwarzschild ne le sait pas encore. On est dans la partie, du coup, complexe de la vidéo. J'ai moi-même eu du mal à essayer de vulgariser ça correctement, sans dire de bêtises. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a des bêtises dans ce que j'ai vulgarisé. Mais bon, je le dis quand même. Pour résumer, dans les équations d'Einstein, on a un objet qui s'appelle un tenseur métrique, G mu nu. Ce tenseur métrique permet de calculer des longueurs et des angles dans un espace courbe. Comme Pythagore au collège, ça nous permet de calculer l'hypoténuse dans un espace en 2 dimensions, et bien là, le tenseur métrique va nous permettre de calculer des longueurs et des angles dans un espace en 3 dimensions. 4 du coup si on compte le temps, parce que la relativité générale se passe dans un espace avec 4 dimensions. Dans G mu nu, il y a une fraction. Cette fraction s'écrit sous cette forme-là. Pas de panique, elle est très simple. On va expliquer ce que les lettres veulent dire. Dans cette équation, nous avons G, la constante gravitationnelle, c'est une constante, qui est égale à ceci, on la connaît, elle ne change jamais. C, la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière, autrement appelée. Toujours, c'est une constante, environ 300 000 km/s. M, c'est la masse de l'étoile. Et R, c'est le rayon de cette étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait varier le rayon, mais que la masse reste la même, aux abords du rayon initial, le champ gravitationnel sera toujours le même. Imaginons que nous prenions une boule de 1 km de rayon, et qu'elle fasse 1 kg. On fait varier ce rayon jusqu'à 500 mètres. Si on reste à ce 1 km, le champ gravitationnel sera toujours le même.
si on commence à rentrer du 1 km vers le 500 mètres, le champ gravitationnel augmentera, forcément. Maintenant qu'on sait ça, on peut fixer la masse m est égale à celle du Soleil, et on peut trouver du coup pour combien R donne un champ gravitationnel infini. En gros, l'équation suivante égale 0. Bon, je vous épargne les calculs, mais on trouve 2gm sur c carré. Si on trouve un rayon égal 2gm sur c carré, et qu'on remplace R par 2gm sur c carré, on fait la simplification, ça nous donne 1 sur 1 moins 1. Et 1 sur 1 moins 1, c'est égal à 1 sur 0. Division par 0, c'est mort en physique. En maths, on s'en fout, il peut y en avoir de partout, mais en physique, c'est mort. Ce rayon si particulier, 2gm sur c carré, il est hyper important pour comprendre les trous noirs, et on lui a donné un petit nom, le rayon de Schwarzschild. Ce rayon, une fois qu'on l'a atteint, le champ gravitationnel aux abords de l'objet possédant ce rayon est infini. En gros, si on dépasse le rayon de Schwarzschild, on ne peut pas revenir. Yo, c'est le Hassam du montage. Je vais vous faire un petit résumé parce que même moi j'ai rien compris. Dans les équations d'Einstein, on a un tenseur métrique, G mu nu. Dans ce tenseur métrique, il y a une fraction, 1 sur 1 moins 2gm sur rc carré. Cette fraction nous dit que si la masse reste la même mais que le rayon bouge, le champ gravitationnel au-delà du rayon initial sera toujours le même. Maintenant, si on fixe la masse par exemple à celle du Soleil, on peut trouver le rayon pour lequel on a une division par 0. On peut trouver à combien R nous donne un champ gravitationnel infini. Ce rayon est égal à 2gm sur c carré. Et 2gm sur c carré, c'est le rayon de Schwarzschild. Pourquoi parler si lentement, sérieux? C'était pas compliqué pourtant. Bref, retour à la vidéo. Bisous. Bon, je vous ai dit que le Schwarzschild, il était hyper important. On avance dans le temps. En 1939, un physicien nommé Robert Oppenheimer décide d'étudier l'effondrement des étoiles. Comment elles s'effondrent. Il se sert donc des travaux de Schwarzschild et d'Einstein, puis bien d'autres, pour arriver à ses fins, et il parvient à trouver le fait que, à la fin de sa vie, une étoile, quand elle n'a plus de ressources thermonucléaires, elle s'effondre sur elle-même. Elle s'effondre sur elle-même. Pour rappel, une étoile naît grâce à un nuage nébuleux de gaz et de poussière. Ce nuage s'effondre sur lui-même, chauffe énormément, et crée des réactions thermonucléaires en son sein. Une étoile est née. Le problème, c'est que cet objet très massif doit s'auto-soutenir contre sa propre gravité, qui a tendance à la faire s'effondrer. Pour ce faire, elle y fait des réactions thermonucléaires à base d'hydrogène qu'elle transforme en hélium. Plus le temps passe, plus l'hydrogène s'épuise. C'est normal. Et quand il n'y a plus d'hydrogène, c'est au tour de l'hélium d'y passer. Et ça, jusqu'au fer. Le fer n'est pas compressible. Donc pour les étoiles les plus petites, elles s'évaporent tranquillement, et pour les plus grosses, elles se transforment en supernova ou en trous noirs. Grâce à tous ces scientifiques, on sait maintenant décrire parfaitement un trou noir simplement avec 3 paramètres. Sa masse, sa charge électrique, et son moment cinétique. Le moment cinétique, c'est sa vitesse de rotation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'un trou noir, c'est paradoxalement un objet très simple. Bon ça y est, on y est. On commence à voir le bout du tunnel là. Et bien finalement, on peut aller voir à quoi ressemble réellement un trou noir dans l'espace. Bon déjà, un trou noir c'est noir, donc on peut inclure un fond étoilé histoire de voir. Le rayon de Schwarzschild, on peut la représenter aussi. Ce qui fait un cercle noir. Enfin c'est censé être une sphère mathématiquement parlant, mais t'as compris. On voit pas très bien avec le champ étoilé, donc je vais mettre un panorama de notre galaxie. Bon, j'ai eu un peu de problème avec celle-ci, donc pardonnez-moi si elle a l'air un peu distordue. Donc ça veut dire que tout ce qui entre dans cette zone noire ne revient jamais. Et puis au milieu de cette zone noire, c'est la singularité. Je l'ai inclus directement aussi, mais on peut y voir aussi l'effet de l'antigravitationnel du trou noir. En gros, la singularité étire tellement l'espace-temps que les rayons venant de derrière lui font le tour et nous parviennent du coup étirés. Et on voit théoriquement ce qui se passe derrière le trou noir. D'ailleurs, souvenez-vous, l'espace-temps, j'en parle brièvement dans l'épisode 2 de Cosmos Stories. Bon, du coup, là, je peux vous dire, ça y est, on a un trou noir. Si vous allez dans l'espace et que vous regardez un trou noir, ça va ressembler à peu près à ça. Mais dans l'imaginaire collectif, il manque quand même quelque chose, pour que ça ressemble à un vrai trou noir. Imaginons qu'il ait mangé une étoile, ou un nuage de gaz ou quoi, eh bien on pourrait lui ajouter un disque d'accrétion. J'ai lu sur internet qu'un disque d'accrétion peut atteindre 100 millions de Kelvin, soit à peu près 100 millions de degrés. Donc si on devait le voir, on serait ébloui par l'immense émission de lumière qu'entraîne cette chaleur. J'ai volontairement omis la distorsion de Kerr parce que mon trou noir ne tourne pas, et le décalage vers le rouge parce que flemme de ouf. Donc voilà, globalement, si on va dans l'espace, on verrait ça. Allez, pour le plaisir, un petit peu de compositing. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, sachez que ce genre de vidéo ça me demande énormément d'implication, donc c'est totalement normal si je mets autant de temps à les sortir. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait le trou noir avec Blender, le montage avec Premiere Pro,
les petites animes style frame by frame avec Toon Boom, et les animations très stylisées avec After Effects. En espérant vous avoir appris des trucs, si vous galérez sur des points de la vidéo ou vous comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Instagram en message privé, j'y répondrai du mieux que je peux. Allez, la bise et continuez d'apprendre!